5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Faux, il n'a jamais été question de l'introduction de l'homosexualité dans les programmes de formation au Bénin. Après plusieurs jours de folles rumeurs sur le sujet où les réflexions sont allées dans tous les sens, eh bien, le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, à travers l'Institut national d'ingénierie et de renforcement des capacités des formateurs INI FRCF, met fin aux supputations. La thématique portant sur l'homosexualité n'apparaît nulle part dans les curricula scolaires au Bénin, se défend le directeur de l'Institut Kowi Djihouissi. Pourquoi cette levée de bouclier autour de ce qui apparaît finalement donc comme une fausse alerte? Pourquoi surtout les problématiques liées aux minorités restent encore tabous sous nos cieux dans un monde en pleine mutation profonde? Nous faisons le débat. Et puis, toujours dans le secteur de l'éducation, on s'intéressera aussi à cette mesure du ministère de l'enseignement secondaire au sujet de la vente tous azimuts de cahiers d'activités, de documents aux apprenants. Les autorités sonnent le glas d'une pratique à but mercantiliste assurément. Mais quelles analyses faire de cette décision et faut-il l'étendre à d'autres échelons? On vous dira tout à ce sujet. Autour de la table, deux francs-parleurs. Eddy Kamikoto, il est psychopédagogue. Bonjour et bienvenue Eddy. Bonjour Edmond. Comment allez-vous? Ben, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de 5 sur 7 matin. Le plaisir est plutôt pour nous. N'est-ce pas? Pour évoquer un sujet extrêmement délicat. Et puis en face de vous ce matin, Yao Amos Sani, il est écrivain, consultant, enseignant à l'université, spécialiste en éducation. Bonjour Monsieur Sani. Bonjour Monsieur Amégan, bonjour Eddy et bonjour à toute la communauté béninoise et internationale. Bonjour professeur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer un sujet, quand même un sujet assez sensible parce qu'il concerne les minorités et on sait que forcément c'est un sujet assez délicat à évoquer. Mais nous allons quand même essayer de faire le débat de la manière la plus objective possible. Mais avant, messieurs, je vous propose de voir le démenti formel parce qu'on va faire un petit rappel d'un fait. Il y a un citoyen béninois intervenant dans le secteur de l'éducation qui a mis sur les réseaux sociaux que l'homosexualité serait introduite désormais dans les programmes d'enseignement, notamment en classe de 5e. Il a évoqué un certain nombre de faits, mais le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, à travers donc l'Institut, a évidemment démenti. On va d'ailleurs voir ce que dit M. Blaise Kowi. Il dit, je cite, à la page 5 du guide de l'enseignant de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, le guide recommande l'adoption de relations interpersonnelles hétérosexuelles saines et considère à la page 9 l'homosexualité non conforme à la référence sociale. Le terme de l'homosexualité a été évoqué dans ce guide pour deux raisons. D'une part, pour enseigner aux apprenants le contraire du thème de l'hétérosexualité, en parenthèse donc leçon de vocabulaire. D'autre part, pour leur faire observer qu'il ne fait pas partie de notre culture. Voilà donc ce que dit le directeur de l'Institut national d'ingénierie de renforcement des capacités des formateurs, M. Blaise Kowi Djihouissi. Alors, Eddy Kamikoto, on a vu que le sujet a fait polémique quand il a été évoqué. Beaucoup, évidemment, se sont levés pour défendre que c'est une réalité qui ne fait pas partie de notre culture et qu'il ne faudrait même pas l'encourager, qu'il ne faut d'ailleurs même pas l'introduire dans les curricula de formation, sauf que finalement, il n'a jamais été question de l'introduire dans un quelconque cahier d'apprentissage. Merci, Monsieur Amégan. Je pense que vous l'avez si bien illustré, le propos du directeur de l'INI CF de l'Institut, qui s'est chargé de concevoir ou d'actualiser les guides infusés, et ce depuis 2017. Et puis la question qu'on se pose tout de suite, si ces guides sont mis en œuvre ou sont en train d'être utilisés dans le système depuis 2017, c'est pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on trouve que les gens ont mal fait d'introduire ce concept? Et puis, je pense que ça a été quand même suffisamment clair, cette publication ou cette mise en garde, ou je vais dire ces précisions du directeur de l'Institut, il n'a jamais été question de l'introduction dans les curricula de formation de l'homosexualité
il s'est agi plutôt d'éduquer les apprenants à un comportement hétérosexuel. Et puis, les rappels des différentes pages ou des différentes notes inscrites sur les pages 5 et 9 précisent amplement dans quel schéma est-ce que ces personnes-là se sont inscrites pour décider. Et puis, voyez-vous, aujourd'hui, les gens se disent, quand on parle de sexe, quand on parle d'homosexualité, c'est à croire qu'on a déjà contaminé tous les apprenants. Il faut avoir le courage de reconnaître aujourd'hui que les apprenants que nous avons sont de plus en plus en avance sur le temps et sur notre temps. Ça suppose que l'école, parfois, ne transmet pas certaines informations, mais que les apprenants maîtrisent déjà très bien à travers l'Internet, à travers les médias sociaux, à travers même les camarades qu'ils fréquentent, à travers la société dans laquelle nous évoluons. Et l'école est justement là pour prévenir les déviances. Si à l'école, on ne peut pas proscrire un certain nombre de comportements déviants, en dehors de la famille, bien sûr, qui est le premier noyau éducatif, à quel niveau est-ce que cela pourrait se faire? Parce qu'on sait au moins que l'école garantit un certain nombre de principes, de valeurs. Au-delà de l'instruction, il y a l'éducation qui est transmise dans les écoles. Et puis, les enseignants de ces matières-là sont quand même aussi des gens suffisamment éclairés. Un enseignant est d'abord un éducateur. Et je pense que les mettre à contribution pour expliquer aux enfants les différentes terminologies qu'on exploite dans les guides et programmes, ce n'est pas mauvais. C'est en fait, la question que les gens auraient pu se poser, c'est quelles précautions on prend pour que chaque enseignant puisse libeller le message tel que cela doit être fait pour espérer que les enfants aient des comportements responsables vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs camarades, mais vis-à-vis aussi de la société à laquelle ils appartiennent. Et quand je me réfère un peu à la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, cette loi dispose en son article 4 que l'école participe à l'éducation morale, civique, patriotique, etc. C'est dire que l'école doit donner la garantie que l'enfant qui y entre ressort de cette institution-là véritablement accompli, véritablement modèle pour la société. Et donc que l'école en arrive à fermer les yeux comme les gens le souhaitent par rapport à un sujet qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive, pas seulement sous nos cieux. Parce que prendre la situation ainsi, c'est comme si c'est au Bénin que le problème d'homosexualité, excusez du peu, se pose. Mais en réalité, ce n'est pas qu'au Bénin. Et il vaut mieux prévenir, comme on le dit, que guérir. Et puis, je voudrais finir en disant, ce n'est pas parce qu'on a évoqué le thème homosexualité au cours d'une situation d'apprentissage que forcément tous les apprenants sont contaminés déjà par le fait. Il vaut mieux prévenir, comme je le disais, que guérir. Alors, monsieur Sani, pourquoi, selon vous, il y a eu cette levée de bouclier dans l'opinion quand un compatriote a évoqué la question? On se rend compte finalement à tort. Pourquoi il y a eu cette levée de bouclier? Pourquoi tout le monde, tout d'un coup, s'est emparé du sujet sans même aller chercher à lire la page incriminée, la page évoquée, sans même chercher à comprendre ce dont il est question, ce dont il s'agit? Tout le monde s'est levé pour dire jamais il ne faut pas évoquer la question. Pourquoi on est vraiment aussi frileux sur la question? Merci beaucoup. Je suis un peu mal placé pour venir parler des droits des minorités parce que je suis défenseur des minorités noires au Canada. Et la place à chacun est de deux. Bon, j'ai été directeur des ressources humaines, donc milieu inclusif, ainsi de suite. Donc voilà, je mets la table, je suis là pour défendre l'être humain. Je rappelle que vous êtes membre de l'Ordre des experts comptables du Canada. Merci bien, oui. Donc je mets la table et pour moi, vous avez répondu à la question, monsieur le journaliste, c'est que quand j'ai lu le texte de notre compatriote qui est intelligent, c'est quelqu'un qui voit loin bien, qui a des pieds un peu partout. On ne sait pas ce qu'il a entendu. J'ai voulu m'emballer et j'ai dit, bon, je vais voir, je crois que quelqu'un a partagé, c'est un forum, ils ont partagé le guide et j'ai été voir le guide. Donc avant, je n'ai plus fait de commentaires sauf sur un seul forum
où je sais que les gens peuvent mener des analyses vraiment détachées de l'émotion. Pourquoi toller de bouclier? Parce que les gens ne sont pas allés lire la source. Un. Deuxième chose, parce qu'il nous manque d'esprit critique. Vous êtes journaliste. Mais pourquoi, je le dis, et j'ai lu encore la réponse de notre compatriote, j'appelle son nom, c'est un ami à moi, de notre SG, M. Devonon, hier encore, qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sous les radars depuis que cette affaire est arrivée? Est-ce que c'est dit vraiment pour faire toller, ou c'est pour anticiper quelque chose, ou bien c'est pour faire dévier notre attention sur d'autres sujets qui sont importants, qui devraient être sur le tapis actuellement? C'est ça l'esprit critique. Notre école, Eddy l'a dit tout à l'heure, bon lui, moi, on s'appelle Eddy, donc c'est monsieur Coton, sinon c'est ça. Il a dit tout à l'heure, c'est notre système éducatif qui a un problème, le problème de la pensée critique, formé à la pensée critique. Vous êtes journaliste, nous sommes ici, ce que l'on dit, vous êtes allé vérifier quand vous avez donné mon nom, on a donné les titres. Les gens ne vérifient pas la source des informations. Tout le monde veut dire quelque chose sur quelque chose. Tout de suite. Et maintenant. C'est à ce niveau-là. Même SGI, il est très très malin, il est très intelligent. Peut-être qu'il a voulu faire, je n'aime pas dire le buzz, mais pour voir, et il va revenir d'ici 2 semaines, il a emballé tout le monde. J'ai été sur des forums, même là où il est, des professeurs titulaires, personne n'a rien dit. Pourquoi on ne peut pas dire, menons un débat concret? Et pour moi, il faut aller dans ces sujets. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, l'éducation sexuelle, c'est en vogue partout. Je viens de l'Ontario. Il y a une pétition qui est en cours actuellement pour l'adresser au ministère de l'Éducation de l'Ontario, ça c'est au Canada, pour dire nous ne voulons plus voir l'éducation sexuelle telle que c'est présentée avec les images. Ça là, c'est la pétition est sortie il y a 2 jours. Donc, il faut aller là-bas. Quand pour moi, parler à l'école, c'est réveiller l'esprit critique des enfants. Et si, bon, j'ai lu hier la réponse du ministère, et si, en faisant le cours, on fermait les yeux, et un enfant demandait au professeur, pourquoi parle d'hétérosexualité? Quel est le contraire d'hétérosexualité? Quelle réponse va donner l'enseignant qui n'est pas formé? Le guide est là pour encadrer. Je ne suis pas professeur de SVT, je ne sais pas comment c'est ce que les gens donnent leur cours, mais pour moi, c'est un sujet qu'il est possible, qu'il vaut mieux aborder, sortir de notre politique de l'autruche. Et je le dis encore, je n'ai pas rencontré le SG pour savoir pourquoi il a dit, mais je suis sûr que ce qui est là, ce n'est pas sa pensée. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Eddy Camille Coton, finalement, est-ce que ce débat aussi ou du moins cette situation soulevée par M. Devonon, qui est quand même devenu viral sur les réseaux sociaux, ne vient pas pour autant justement mettre sur la table une question que tout le monde jusque-là était en train d'éluder, était en train d'éviter. Quand on parle des droits des minorités, quand on parle des minorités, on a l'impression que le sujet est encore un peu tabou sous nos yeux. On évite vraiment d'en parler. On ne connaît pas forcément la posture des uns et des autres par rapport au sujet. Une chose est sûre, on s'accorde à dire que cela ne fait pas partie de notre culture, que c'est une réalité importée qui presque est en transgression des lois ou du moins du vivre ensemble chez nous. Et donc, c'est un sujet aujourd'hui qui vient mettre la question sur le tapis, notamment, est-ce qu'il faut parler d'homosexualité à l'école? Si oui, comment? Je pense que le guide est là pour prévenir les déviances, comme je le disais. Et parler d'homosexualité, le directeur de l'Institut l'a rappelé, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour faire, pour établir une clarification. L'antonyme de hétérosexuel, c'est homosexuel. Et ça, c'est basique. Monsieur Sani l'a rappelé, un enseignant des SVT qui se retrouve en situation de classe et qui parle de long en large de l'hétérosexualité. Et puis un apprenant qui se lève, qui lui demande c'est quoi, s'il vous plaît monsieur, c'est quoi le contraire de hétérosexuel? L'enseignant est obligé de répondre.
Et sa réponse ne doit pas être, comment dire, laconique. Il lui faut répondre et profiter en même temps pour mettre l'accent sur les déviances auxquelles ou par rapport auxquelles on est en train de protéger les enfants. Et c'est véritablement ça le rôle de l'école. L'enseignant est un éducateur. Il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Il y a des réalités aujourd'hui sociétales, il y a des réalités de notre monde qui n'échappent plus à aucun pays. Il y a des, et puis plus loin, je voudrais dire, mais c'est parce que je ne défends ni une chapelle ni une autre. Mais je considère que c'est des réalités qui existaient depuis. Depuis que le monde est monde, excusez du terme, mais il y a toujours eu des hommes qui ont voulu avoir comme compagnons des hommes au lieu de préférer des femmes. Ça a toujours existé. Et vice-versa, il y a toujours eu des femmes aussi qui ont à un moment donné de leur vie, été éprises pour des femmes le même sexe. Mais c'est parce que justement le monde évoluant, on s'est rendu compte que ça prenait peut-être des proportions qu'on n'aurait pas souhaitées et que ça avait commencé par s'installer dans certaines cultures, un peu comme chez nous, que les gens ont commencé par ouvrir les yeux et mener les analyses autrement. Mais dire par exemple qu'il n'y en a pas au Bénin, c'est du leurre. Il y en a. Et les gens savent qu'il y en a. Oui. Mais pourquoi ne pas en parler si ça ne fait pas partie de notre culture pour éviter que d'autres personnes ou que d'autres enfants sans une certaine maturité puissent suivre ce chemin alors qu'ils n'en connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est le rôle à l'école et à la famille et même à la société à laquelle nous appartenons d'aborder ces sujets-là. Et vous parliez de tabou. Pourquoi est-ce que certains sujets que nous savons qui vont rattraper les enfants demain, tôt ou tard, doivent-ils constituer ou continuer d'être un tabou alors qu'on sait que quand on n'en parle pas, les enfants sont obligés de chercher des occasions, voilà, pour en parler avec les camarades, avec les copains, les copines, ou des personnes qui n'ont pas forcément la meilleure information pour les édifier. Les enfants, à partir d'un certain âge, un auteur a écrit que tout se joue avant 6 ans. C'est-à-dire que l'exploration même du corps de l'enfant commence quand il est enfant. Pourquoi est-ce que la jeune fille, à un moment donné, qu'elle commence par développer les caractères sexuels secondaires, arrive à reconnaître ou à se rendre compte que quand un étranger vient à la maison, il lui faut courir pour aller se vêtir. Mais quand elle était enfant, elle ne le faisait pas. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, elle commence par prendre conscience de son corps. Et aujourd'hui, hier on enseignait le corps humain comprend 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de le corps humain, certes, globalement, comporte 3 parties. Mais il y a d'autres parties de l'être humain qui sont sacrées. Et tant qu'on n'a pas appris ou enseigné à la petite fille à la maison que ces parties de son corps sont sacrées, elle ne pourra pas véritablement en prendre soin et les préserver comme la prunelle de ses yeux. Donc, il vaut mieux aller avec tact, et je le dis avec tact, avec doigté, vers les sujets qui pourraient constituer un griffe tabou, plutôt que de penser que c'est des sujets qu'il ne faut jamais aborder dans notre société parce que la nature ayant horreur du vide, quand l'école ou la famille ne le font pas et la famille ne le font pas, c'est malheureusement la rue ou bien les réseaux sociaux qui le font et de quelle manière alors. Donc je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il faut aborder les sujets. Et puis le guide infusé n'a pas abordé que ces aspects. Le Conseil des ministres, l'avant-dernier, je pense, Conseil des ministres, est revenu sur un certain nombre de principes ou de pratiques qu'on voudrait désormais faire intervenir dans les curricula de formation. On a parlé de patriotisme, on a parlé de civisme. Voilà, les classes socio-éducatives. C'est un souhait ou c'est une réforme que nous avons appelée, M. Sani et moi, et d'autres collègues aussi, d'autres aînés, de tous nos voeux depuis plusieurs années. Et donc, c'est une belle initiative, ça. Je pense qu'il vaut mieux. Aujourd'hui, on dénonce, d'ouvrir la parenthèse, on dénonce la cybercriminalité. Et il y a des milliers de jeunes béninois qui sont en prison. Je ne suis pas contre. Je vais dire, je condamne avec vivacité cette pratique-là. Je la condamne avec la dernière rigueur. Mais je m'interroge aussi, quelle est la part de responsabilité de la famille comme institution éducative, de l'école comme institution scolaire et éducative, et de la société qui devrait aussi constituer un modèle. Et ces jeunes qui sont aujourd'hui en prison, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent?
à leur sortie de prison. Donc, en fait, il vaut mieux prévenir, je le dis toujours, que guérir. On a laissé la place, en fait, à des fléaux de s'installer, de s'envenimer profondément dans notre société avant de nous réveiller. Et je dis aussi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. Alors, monsieur Sani, aujourd'hui, évidemment, comme le dit Camille, être taiseux sur un sujet qui constitue aujourd'hui un enjeu fondamental pour la société, certains parlent de déviance de la société, on le sait tous, ce sera probablement fatal. Mais alors, quel est le narratif qu'on construit autour du sujet quand on sait que d'autre part, il y a cette défenseur des minorités qui estime que chacun a le choix de prendre l'orientation qui lui convient. Okay. Merci. Et quand le cannabis a été légalisé au Canada, mon garçon, je suis financé, j'ai fait le trading, j'ai fait mes investissements moi-même. Et mon garçon dit, mais l'ami de ceux-là, ils ont investi dans le cannabis. Et je lui ai posé la question, Jib, si je fume du cannabis, est-ce que tu serais content? Il m'a dit non. Est-ce que si tu prends du cannabis, est-ce que je serais content? Je pense que je dis non. Si ta soeur fume, non. Okay. Si toi, moi, ne peux pas fumer ça, pourquoi est-ce que moi je vais pas, que nous allons aller investir dedans en bourse? C'est aussi simple. Amener les enfants à apprendre le pourquoi de toutes choses. C'est ça qui nous manque. Le pourquoi nous faisons ça. Et alors, si je le faisais, qu'est-ce qui va arriver? Pour moi, ce n'est pas se taire. Je suis écrivain, je le dis. Je suis écrivain, je suis enseignant. Un enseignant ne peut pas se taire. Un enseignant ne peut pas passer les sujets sous silence. Il vaut mieux les aborder. Maintenant, c'est ça que je prends dans le guide. Le guide a été clair, c'est rédigé avec audace en cette période-ci où on sait qu'il y a un mouvement et nos gouvernants sont sous pression. Sont sous pression. Et arriver à écrire cela, vraiment dire que c'est une pratique sexuelle déviante, oui. Vraiment, moi j'ai dit, voilà, les gens ont été audacieux. L'apport le message du SG, je suis en train de l'analyser depuis longtemps. Ça a permis aussi quand même de faire connaître la position de toute la population. Est-ce que c'est que tout le monde est vent debout. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc moi je me dis quelque chose. Est-ce que je le dis, je ne diffame pas. Je me pose seulement la question. Moi je pose beaucoup de questions. En tout cas j'ai tellement de cheveux blancs et c'est est-ce que notre SG n'est pas en mission commandée? On ne va pas prêter non. Je préfère, si vous permettez, M. Sani, oui. Qu'on puisse statuer sur des faits. Oui, ok, qu'on puisse analyser justement le comportement de la société vis-à-vis d'une situation, d'une pratique que beaucoup estiment être relevant de l'ordre de la déviance. Okay, bon, je retire l'expression mission commandée. Très bien. Bon, tu vois. Et ce que je dis donc, si l'école n'aborde pas les sujets aussi polémiques, aussi délicats, qui va l'aborder? Les familles ne sont pas équipées. Et les enfants qui n'ont pas de famille vont faire quoi? Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de famille. Si l'école n'aborde pas, et c'est là je dis encore, j'apprécie, il vaut mieux s'étoler pour faire voir la position de la population, la position du gouvernement. Et notre gouvernement peut aller de l'avant aussi, dire ok, ma population n'est pas d'accord, mais on ne peut pas se taire sur un sujet aussi crucial. Même l'Église qui est sur là en parle, nous devons en parler. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là, pour moi, l'école doit en parler. Les enseignants doivent être encadrés et avoir une ligne directrice, une ligne sur laquelle ils vont parler pour que Pierre ne dise pas autre chose que Ablawa dise autre chose. Il faut harmoniser les... D'accord. Alors, Eddy Camille Koto, aujourd'hui, d'accord, on remarque qu'il y a ce besoin d'information autour du sujet. Le Bénin peut construire son narratif et dire, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on considère cette pratique comme une pratique déviante.
Et dans le même temps, peut-être se mettre en porte-à-faux avec des bailleurs de fonds, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie organisation autour de la pratique, et même à travers des films, des dessins animés, ils se glissent de façon insidieuse, de façon discrète, ces pratiques liées justement aux minorités. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un choix difficile à faire pour les gouvernants? Prendre sur soi la responsabilité d'interdire une pratique, ou du moins de construire un narratif sur une pratique qui est aujourd'hui soutenue par un lobby puissant, on va le dire ainsi. Merci, monsieur Amégan. Et je pense que monsieur Sani a commencé par aller dans ce sens. C'est peut-être ce qui a suscité beaucoup de soulèvements, de polémiques autour de la question. Les gens se disent que certainement ou probablement, il y a des voix derrière ou des personnes derrière, peut-être à un haut niveau, qui bougent qui bougent les pions. Les pions, voilà, pour que d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, on puisse nous faire gober. Peut-être qu'on serait en train d'aplanir le terrain. Mais je pense que si nous décidons d'enfuir nos valeurs, c'est à partir de cet instant que nous aurions enterré notre postérité, les générations à venir et même le progrès de notre nation. Chaque pays a son identité, chaque culture, chaque peuple a son identité. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous avons adoptées par malheureusement les yeux fermés, sans porter de gants, et ça se retourne contre nous. On n'est pas obligé de faire comme quelqu'un. Une anecdote, si vous permettez, j'allais un jour vers vous à la télévision ici avec un collègue, on était en voiture et puis le feu s'est allumé. En temps normal, quand ça s'allume rouge, tout le monde s'est arrêté. Et puis pour aller priorité à droite, on dit souvent, et puis les gens ont commencé par virer vers la droite. Encore que c'est faux, ce n'est pas dans tous les cas. Et puis le collègue avec qui j'étais, il dit, attention, ne fais jamais comme les autres. Et effectivement, le véhicule qui était devant nous et qui a voulu, oui, les policiers l'ont arrêté. Et j'ai gardé ce message-là, ne fais jamais comme les autres. Et je pense que nous ne devons pas faire comme les autres pour plaire à quelqu'un, fût-il bailleur. Et c'est justement cela qui revient sur l'épineuse question, monsieur Amégan, et vous faites bien de le rappeler, de notre autonomie par rapport à l'éducation que nous voulons inculquer, les valeurs que nous voulons transmettre aux générations à venir. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin est en mesure de prendre en charge à 100% son système éducatif sans tendre la main à l'extérieur? Point d'interrogation. Je sais que les gouvernants actuels font beaucoup d'efforts et chaque gouvernement qui est passé a investi beaucoup dans l'éducation. Mais est-ce que nous en sommes déjà au niveau où nous serons à même de dire nos programmes de formation, nos contenus, nos curricula de formation, nous les élaborons nous-mêmes au regard des réalités de chez nous. Et puis, nous faisons, dos à toutes ces personnes-là qui nous imposent parfois des choses, point d'interrogation. Et c'est là la grande interrogation. Et c'est davantage cette question qui préoccupe peut-être les personnes qui ont commencé par lever de la voix pour dire, ah mais tiens, il ne faut pas. Mais dans quelle assurance est-ce que les autorités donnent? Je pense que cette assurance doit être, un élan patriotique. Est-ce que tous les Béninois aujourd'hui sont solidaires pour que dans les 5, 10, 20 prochaines années, le Bénin soit en mesure de prendre en main, véritablement en main, son système éducatif de façon à ce que nous transmettons comme connaissance, comme contenu de formation, le type de citoyen que nous voulons avoir, on puisse véritablement l'atteindre. C'est ça la grande interrogation. Et puis ça continue de faire débat. Et pour finir, aujourd'hui, on se plaint de ce qu'il y a beaucoup de grossesses non désirées en milieu scolaire. On se plaint de ce qu'il y a des déviances comme la cybercriminalité, mais c'est justement parce qu'on a pris beaucoup d'années à ne pas en parler. Et il vaut mieux en parler, mais comme je l'ai dit, M. Sani l'a reconnu aussi, qui sont les personnes qui en parlent? Comment est-ce qu'on les a formés? Parce que là, nous faisons le débat, il y a des professeurs d'SVT, excusez du peu, qui n'ont pas véritablement les bonnes informations, par exemple. Je ne jette pas la pierre. Et si je vous dis un tout petit peu, oui. Et si ce professeur de SVT lui-même fait partie de cette minorité, qu'est-ce qu'il enseigne finalement aux apprenants? Monsieur Amégan, est-ce qu'il prend sur lui la responsabilité
d'enseigner ce que dit l'État, c'est-à-dire que c'est une déviance, ou il tient compte lui-même de son expérience personnelle et disent écoutez, vous faites le choix qui vous convient. Vous savez, il y a que nous transmettons les modèles ou les valeurs que nous incarnons à nos apprenants. Mais de là à vouloir transmettre cette valeur-là, je pense qu'il y a problème pour 2 raisons. La première, l'enseignant est un éducateur. Et puis, quand il est devant les apprenants, il se met à la place des apprenants de ces éducateurs-là. Et donc, il s'interroge d'abord sur une première question. Qu'est-ce que les parents auraient souhaité s'ils étaient enseignants? Qu'auraient-ils souhaité que je transmette à leurs enfants ou à leurs enfants comme valeur, comme principe? Le deuxième élément, c'est la déontologie du métier d'enseignant. Et quand je parle de ce principe qu'il faut respecter la déontologie du métier, c'est que l'enseignant doit être en phase avec les curricula de formation tels que cela a été prescrit. Il ne faut pas enseigner un principe, une pratique, parce qu'on en est, porteur soi-même ou parce qu'on en est adepte. Il faut l'enseigner parce que les curricula l'ont prévu. Et c'est justement pour ça que sur tout le territoire national du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Malanville comme à Porto Novo, à Abomey, à Cotonou, lorsque le guide a prévu qu'à ce niveau-ci, il faut enseigner telle connaissance, c'est ainsi au niveau de tous les enseignants. Un enseignant ne doit pas tenir compte, lui, de ses aspirations personnelles ou de sa chapelle pour transmettre les valeurs. S'il décide de le faire, c'est que ça doit être dans le bon sens et guidé par le positif. D'accord. Alors, monsieur Sani, vous savez qu'on est dans un monde globalisé où ce qui se passe à l'autre bout du monde peut nous influencer ici. On l'a d'ailleurs vu avec d'autres mouvements. Le mouvement MeToo, par exemple, né aux États-Unis, qui a gagné la France à travers Balance ton port, et qui a gagné également aussi où de plus en plus les femmes prennent la parole, les femmes se libèrent, les femmes dénoncent le harcèlement, évidemment, dans le bon sens, pour pouvoir éduquer la société. Il en est de même pour d'autres sujets. La question de l'avortement. Quand le Bénin a légiféré sur le droit des femmes à l'avortement, il y a eu une certaine opinion qui a dénoncé le fait, ah oulala, on est en train de légaliser la déviance, on est en train de suivre bêtement les autres. Et donc aujourd'hui, quand on voit tous ces antécédents, et on se rend compte aujourd'hui que la question des minorités préoccupe au plus haut niveau dans le monde, fait partie des plus grosses discussions, que l'Église, notamment l'Église catholique, a une posture plus ou moins mitigée sur la question, que nombre de personnes prennent la parole. Est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'il n'est pas temps d'affirmer une position, comme d'autres pays, par exemple en Afrique, en Ouganda, par exemple, où, écoutez, c'est interdit, c'est interdit. Vous ne faites pas, et puis c'est une posture militaire, et puis voilà, on passe à autre chose. Il n'y a pas à tolérer les minorités. On reste plutôt dans la complaisance, quitte à ce qu'on se fasse gagner par le mouvement de, écoutez, chacun a le droit de disposer son corps, de faire ce qu'il veut. Okay. Bon, je reviens d'abord rapidement pour dire, et si nous savons aujourd'hui que la plupart de nos jeunes, quand ils finissent, la plupart finissent le secondaire, ils vont à l'extérieur. Si on ne parle pas du tout de l'homosexualité, on ne dit pas ce qu'il est, que c'est pas... Et si ces enfants se retrouvent là-bas, ces jeunes se retrouvent face à cette réalité, comment ils vont se comporter. Je vais vous donner une anecdote. Et elle me regarde sûrement. J'ai été enseignant dans Dame des Apôtres. Et bon, les jeunes filles que j'ai regardées à l'époque, aujourd'hui, on ne s'appelle pas nos prénoms. Et il y a une collègue qui dit, Amos, tu fais partie de ceux qui nous ont fait plus du mal. Pourquoi ça? Il dit, mais vous nous avez impactés seuls à Notre-Dame, entre filles. On était brillantes, on a travaillé. Arrivé à l'université, on ne savait même pas comment se comporter avec les garçons. Certaines sont tombées enceintes, avortement, ainsi de suite. On n'a pas préparé. Il vaut mieux préparer, anticiper. Et pour moi, la position est claire. Et c'est en ça que je dis, je salue l'initiative du SG, quelle que soit la polémique. Ça montre que la société n'est pas générale. Ça aura le mérite de prendre le pouls des avis dans la société. Et deuxième chose, les enfants à qui on ne veut pas parler d'hétérosexualité et d'homosexualité, là, ils en sont informés depuis 2 semaines ou une semaine, donc c'est déjà là. Donc notre position en tant que peuple est connue. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et le guide n'est pas élaboré par moi ni par vous, c'est élaboré par
et l'INFRC qui est un institut du gouvernement. Donc la position du gouvernement aussi n'est pas trop mitigée là. La position du gouvernement est claire. Elle est claire. Parce que à travers les propos donc, du directeur, monsieur Djipo ici, il dit, et on va rappeler ses propos, les propos sont assez clairs, hein, et moi je veux bien qu'on puisse à nouveau partager ces propos avec vous. À la page 5 du guide de l'enseignant de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, donc c'est inscrit dans un contexte, ce n'est pas un débat pris, est nihilo. Le guide recommande l'adoption de pratiques interpersonnelles hétérosexuelles saines et considère à la page 9 l'homosexualité comme non conforme à la référence sociale. Le thème de l'homosexualité a été évoqué donc dans ce guide pour deux raisons. D'une part, pour enseigner aux apprenants le contraire du thème hétérosexualité, une leçon de vocabulaire donc, et d'autre part pour leur faire observer qu'il ne fait pas partie de notre culture. Dès cet instant précis, on peut dire que la position du Bénin est claire par rapport à la pratique de l'homosexualité. Cela ne fait pas partie de notre culture. Oui, donc merci M. Amégan, c'est ça en fait. Et de deux, Eddie a donné tout à l'heure un exemple ici de ne pas priorité à droite, ne pas tourner. Est-ce qu'il n'y a pas la loi qui interdit de passer quand le feu est rouge? Mais est-ce que les gens respectent? Ça veut dire qu'il manque l'éducation. La loi sans l'éducation, c'est une aberration, les gens vont passer outre. Donc, et deuxième chose, pour finir rapidement, un enseignant, même si j'étais homosexuel et j'enseigne, je dois m'aligner sur la vision, mission de la personne pour qui je travaille. Vous êtes ici, vous êtes allié sur la vision, mission de l'ORTB, sinon vous ne serez pas ici. La ligne éditoriale. La ligne, oui, ce qu'on appelle l'ambition. Oui, mais au niveau de l'institution, je ne travaille pas pour une société dont sur la mission, vision de laquelle je ne suis pas aligné. Alors, une fois que vous venez, vous donnez, vous vous alignez, vous pouvez ouvrir peut-être une petite parenthèse, mais vous ne pouvez pas enseigner autre chose que ce qui cadre avec la vision, mission de l'éducation béninoise. D'accord. Un point très. D'accord. Alors, Edi Camille Koto, pour faire un dernier tour sur la question, est-ce que finalement, au détour de cette polémique, l'État ne prend pas sur lui de dire, bon, d'accord, maintenant, on en parle comme cela se doit. Là, avant, c'était au détour d'une situation d'apprentissage ou du moins d'une formulation, qu'on a pu évoquer le sujet. Maintenant, on en parle, on y consacre formellement, pourquoi pas un petit chapitre où on y consacre clairement du temps pour décortiquer, expliquer le sujet, pour que les apprenants comprennent davantage que cela relève d'une déviance, plutôt que de l'évoquer en flash là. Parce que là, on se rend compte finalement que c'est un débat qui se pose avec acuité. Je pense qu'il faut peut-être porter des gants pour aller en profondeur. Parce que M. Sani l'a dit, il y a aujourd'hui les minorités, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes tendances que les autres. Il faut leur respecter leur choix par ailleurs. Et puis, je voudrais dire, on a parfois l'impression que c'est vrai qu'il y a du suivisme, il y en a qui deviennent ou qui font cette, qui font ce choix-là par mimétisme. Mais il faut dire qu'il y en a, il faut reconnaître qu'il y en a à qui ça s'impose. Il y a certainement, quelque part au Bénin, ailleurs, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais pu s'expliquer comment est-ce que ça leur a été possible de vouloir se mettre avec une personne du même sexe. On ne s'interroge pas là-dessus. On dit que ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent notre personnalité. Monsieur Amégan, je parie que vous ne me direz pas le contraire. Vous n'avez pas décidé du moment où vous tomberez amoureux. Ça ne prévient pas l'amour. Les sentiments parfois ne préviennent pas. Vous rencontrez une personne et vous vous rendez compte que, ah mais tiens, je commence par l'apprécier, par l'admirer. Ça ne prévient pas. Et donc, je pense qu'il y a des personnes certainement qui se sont retrouvées dans ce schéma-là, sans forcément comprendre, mais comment est-ce que ça m'est arrivé? Et vouloir approfondir la chose, c'est comme écarter totalement cette possibilité de la vie. Je pense que petitement, on va y arriver, mais pour l'heure,
il faut simplement faire les clarifications telles que le guide le recommande, voilà, mettre les points sur les i quand il le faut, parce que ça a beau être un comportement déviant et tout, mais il y a des personnes au Bénin, chez nous, qui sont rangées dans cette catégorie-là, à qui il faut reconnaître aussi leur liberté de s'exprimer, heureusement ou malheureusement. Et le monde est ainsi fait. Le monde est fait de tout et de rien. Et donc, c'est l'ensemble-là qui constitue l'équilibre. Et puis, je voudrais dire, si vous permettez, on a par exemple aussi foncièrement, et les personnes même qui sont aujourd'hui contre cette pratique, ont aussi levé de la voix il y a plusieurs années contre les grossesses non désirées. Les gens ont toujours trouvé que non, ce n'est pas bien qu'un jeune garçon enceinte une fille et que celle-ci soit obligée d'arrêter sa scolarité et tout. Mais quand on en est arrivé, par exemple, à autoriser l'avortement, quelles ont été les réactions? Je me dis, quand on dit non, le gouvernement, les autorités, mais il y a des gens qui n'ont jamais épousé aussi l'avortement, qui n'ont jamais voulu qu'on avorte. Mais aujourd'hui, quand on l'a légiféré, quand c'est devenu officiel sous nos cieux, encadré, c'est une loi qui encadre. Il y a les. C'est pas on se lève un matin pour aller avorter. Je suis d'accord. Et c'est justement pour ça qu'il vaut mieux voir comment est-ce qu'on encadre chaque pratique que nous reconnaissons contre-valeurs dans notre culture, comment est-ce qu'on les encadre. Ne pas en parler, c'est faire la politique de l'autruche. Il vaut mieux en parler. Maintenant, comment est-ce qu'on encadre? C'est là la grande interrogation. Et puis, je voudrais dire, aujourd'hui, par rapport à ce que M. Sani a rappelé, aujourd'hui, le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres est devenu, depuis 2 ans, je crois, un établissement mixte pour permettre, je ne connais pas forcément les motivations, mais je pense que ça va résoudre ce problème. Le fait qu'il y ait des filles, uniquement des filles des écoles, qui ne sont pas mixtes, UNICEF, de la 6e jusqu'en terminale, ça peut aussi poser un problème par ailleurs par rapport à l'adaptabilité des filles quand elles intègrent finalement un milieu mixte où elles sont en face de garçons. Donc, c'est des choses. Et là, je pense que l'école a vu juste aujourd'hui, quand elle fait appel désormais à l'inscription des garçons pour permettre aux filles d'avoir déjà ou d'être au contact du sexe opposé, voilà, de la mixité, pour que demain, cela ne soit pas pour elles un danger. D'accord, très bien. Et on va lire quelques avis sur Internet. Je me fais donc le porte-voix de Maurice Tantan ce matin. Et c'est d'ailleurs un autre Maurice qui a commenté notre sujet du jour. Bonjour le plateau. L'évocation du mot homosexualité, peu importe le sens dans le contexte actuel, peut être considérée comme une apologie du phénomène, comme cela fut le cas récemment sur le coup d'État dans notre pays, jusqu'à la suspension d'un groupe de presse. Ceci dit, le démenti du ministère n'est pas rassurant. Qu'est-ce que vous dites à propos? Vous gardez votre avis. Le temps pour moi de lire l'avis de Ézéchiel Mamadou. Le problème ne se trouve pas au niveau du démenti, s'il vous plaît. Ici, le problème, c'est la nature de l'enseignant qui veut dispenser ces notions d'homosexualité. Puisque sur l'affaire d'homosexualité, les avis sont partagés. Est-ce que tous les enseignants de SVT qui veulent dispenser ces notions sont bien outillés, bien formés pour aborder les dites notions? Tout compte fait, cette histoire d'infusion de notions va dérouter au moins un élève sur 100. Et puis il y a Aïssegbe Maoussi, bonjour l'ORTB. Rassuré ou non, l'homosexualité existe et se pratique clandestinement au Bénin. Avant 2006, un groupe d'étudiants de socio-anthropologie en 2008, sous la demande d'un prof, a travaillé sur le sujet et montré l'existence de cette pratique. Voilà donc, entre autres, les avis, justement, que dites-vous en 30 secondes rapidement pour refermer définitivement donc ce sujet-là. Que dites-vous de ce que dit cet internaute qui estime que l'évocation même de la pratique peut être déjà considérée comme une apologie? Non, bon, Edil a dit, on n'est pas là pour convaincre. On est là juste pour expliquer, pour donner son opinion, mais il vaudrait mieux éviter la politique de l'autruche et pensons à nos enfants qui ne vont pas rester au Bénin éternellement. Très bien. Allez, on en vient à présent. Si vous permettez, oui. Est-ce que quand on évoque dans une situation de classe le mot sexe, ça veut dire que... On fait l'apologie du sexe. Non, je pense qu'il faut qu'on se détache de certaines considérations et qu'on considère que les enfants, si nous n'occupons pas la place qu'il faut pour les éduquer, la rue, la société, les réseaux sociaux, la télévision vont les éduquer et malheureusement contre les principes que nous aurions établis en tant que parents. C'est chaque parent qui trace
la direction ou bien l'itinéraire pour avoir un enfant de qualité, un adulte de qualité et une personne capable de contribuer. Je ne dis pas que ceux qui font le choix de telle ou telle autre chapelle ne sont pas à considérer, mais on ne peut pas laisser la place et considérer que c'est un tabou, on n'en parle pas, ou bien parce qu'on va en parler, c'est en faire l'apologie. Il vaut mieux en parler et d'être sûr de ce que ça donne comme conséquence, plutôt que de ne pas en parler et de s'interroger sur ce que ça pourrait devenir au niveau de chaque apprenant. Je pense que c'est mieux. Très bien. Allez, Eddie, je reste avec vous pour évoquer le deuxième sujet, la vente tous azimuts de ces cahiers d'activités non autorisés, ou du moins qui ne sont pas reconnus, en tout cas par les programmes édités par l'État. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dit stop, on ne veut plus voir forcément ces enseignants-là qui disent aux apprenants, vous devez acheter tel et tel autre, c'est obligatoire. Et c'est l'enseignant lui-même qui le vend. Ou parfois c'est l'école qui commercialise. Je pense que la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant Constitution de la République du Bénin et revue par celle 2019-40 du 7 novembre 2019 précise à un moment donné que l'école doit être rendue progressivement gratuite. Et c'est s'inscrivant dans cette dynamique que les gouvernants battent parfois des pieds et des mains pour que les parents respirent de mieux en mieux. Mais il faut dire par ailleurs, il faut reconnaître que l'éducation a un coût. L'instruction, la scolarisation, ça a un coût. Et c'est aussi pour alléger la tâche aux parents que le ministère prend la charge sur lui la charge de publier les ouvrages ou les manuels au programme, et désormais ça se fait chaque 2 ans. L'arrêté 138 portant liste officielle des manuels scolaires met à disposition de tous les acteurs de l'école les manuels à utiliser, ou la liste des manuels à utiliser pour le compte des années 2022-2023, donc l'année dernière, et cette année 2023-2024 qui est en cours. Et c'est en référence à ce document que dans toutes les matières ou toutes les disciplines, les enseignants sont informés de ce qui est au programme et de ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, il faut dire qu'avant de retenir cette liste, tous les écrivains béninois, ceux qui ont des documents à leur actif, en font, la proposition pour que leurs documents soient au programme, soient retenus dans la liste des manuels. Et c'est des commissions qui siègent, qui apprécient les contenus. Donc, les commissions de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs et même d'autres experts qui siègent pour apprécier les contenus de chaque document avant de retenir la liste officielle. Ça veut dire que ça ne se fait pas au hasard. Tout est méticuleusement analysé. Et donc, si on en arrive à décider d'une liste officielle, c'est dire que c'est sur cette ligne-là que tous les enseignants doivent se mettre pour transmettre les connaissances. Maintenant, il peut arriver qu'un enseignant ait besoin de transmettre des notions ponctuelles qui ne se retrouvent dans aucun des documents officiels. C'est vrai que c'est possible. Un enseignant qui peut-être, au détour d'une recherche sur Internet, se rend compte que telle notion a été actualisée, ou plutôt il y a telle information sur laquelle je suis tombé qui pourrait être importante ou intéressante pour mes apprenants pour renforcer leur niveau. Il peut décider de la mettre à disposition, de mettre donc cette information à disposition des apprenants. Mais ça ne doit pas être imposé. Et quand on revient à la décision de l'autorité, c'est que les cahiers d'activité ne doivent pas être vendus aux apprenants parce qu'on considère que le cahier d'activité, c'est déjà la fiche de cours que l'enseignant est appelé à préparer lui-même. Il peut préparer sa fiche pédagogique et à l'intérieur de cette fiche-là, prévoir des photocopies à faire par les apprenants par rapport à un test qu'on doit mettre à disposition ou à un support qu'on doit mettre à disposition, peut-être en SVT, un schéma qu'on doit mettre à disposition et qu'on leur demande de photocopier. Mais décider que les apprenants payent par exemple un cahier d'activité qu'ils doivent utiliser toute l'année durant, ça pourrait poser problème. Mais je comprends aussi que parfois, voyez-vous, il faut vivre avec son temps, comme on le dit. Et aujourd'hui, lorsque l'enseignant qui a un quota horaire hebdomadaire à respecter doit se mettre au tableau, surtout quand vous avez à charge les enfants de la 6e qui n'ont pas encore l'agilité à écrire rapidement, quand vous les avez à charge, c'est parfois difficile d'évoluer dans le planning prévu par la DIPIC, la direction de l'inspection pédagogique et de la qualité. Du coup, les enseignants se disent, pourquoi ne pas leur mettre à disposition une partie
des contenus à photocopier pour vite évoluer. Et c'est peut-être avec cette considération-là qu'il y a quelques années, les cahiers d'activité étaient nés et les gens en raffolaient. Mais aujourd'hui, le ministère a dit, mais je pense qu'il faut apprécier les situations au cas par cas. Parfois, on a besoin, comme je le disais, pour les enfants de la 6e, par exemple, qui ne prennent pas vite note, pour être à jour selon le planning, on a besoin de leur photocopier un certain nombre d'activités, de mettre à disposition ces activités-là pour leur permettre de coller, au lieu de vouloir prendre note pour perdre du temps. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Il y a des cahiers d'activité autorisés. Hein, autorisés oui, par... il y en a qui sont autorisés. Il y a des cahiers d'activité qui sont autorisés, qu'on soit en français, en SVT, en PCT, etc., qui sont autorisés. Et donc, les enseignants doivent se lier à ce qui est décidé par l'autorité pour évoluer. Si on sent le besoin de mettre à disposition de façon ponctuelle des documents pour les enfants, ça doit être vraiment de façon ponctuelle. Il ne faut pas exagérer. Des photocopies d'une page, de 2 pages au milieu d'une situation d'apprentissage, ce n'est pas encore mauvais. Mais quand il faut payer, par exemple, 5 000 ou au-delà pour, un cahier d'activité qui est censé être la fiche du cours, ou la fiche pédagogique du professeur, ça pose problème. Et puis quand on parle du secondaire, le drame est plus frappant au supérieur. Peut-être qu'on reviendra. Absolument. C'est justement sur cette question, j'allais lancer M. Sani. Quand on vient au supérieur, on a l'impression qu'on est dans une pétaudière. C'est la cour du roi Péto. Chaque enseignant se fait ce qu'il veut. Il met au programme les ouvrages qu'il veut. Et puis, c'est obligatoire. Vous devrez acheter. Parfois, même si vous n'avez pas le manuel dont il s'agit, vous ne venez pas au cours. Et parfois, c'est le manuel de l'enseignant lui-même. On a l'impression que rien n'est contrôlé. Chacun se lève, il vend ce qu'il veut. Parce qu'on est à l'université. Et puis bon, voilà. Est-ce qu'il faut étendre cette mesure au supérieur, monsieur Sani, ou c'est une utopie? Ce serait... J'aurais aimé parler d'abord du secondaire, mais on va aller aussi au supérieur. C'est un peu large. Mais il y a un comité aussi qui détermine les principaux ouvrages de base. Et maintenant, si un enseignant, j'ai vu des livres écrits par des enseignants, et l'enseignant dit, c'est le cours, vous l'achetez, et je n'ai pas de PowerPoint. À ce niveau-là, est-ce que le contenu cadre? Bon, maintenant, l'étudiant qui n'a pas, quelles sont les dépenses qui sont autorisées? Et ça se voit. Donc, pour moi, bon, mettre la barrière pour dire que, mais quels sont, moi, je donne cours, je donne à peine 2, 3 livres, et si les étudiants peuvent le trouver, il y a la bibliothèque et de l'université qui est là. Et c'est même ça, si vous, aujourd'hui, on parle du problème de lecture. Pourquoi vous voulez que les gens achètent tous les livres alors qu'il est possible que l'établissement ait une bibliothèque et pousse les étudiants et les apprenants à y aller? Donc, pour moi, il ne faut pas trop, là-bas, au niveau supérieur, ce serait un peu difficile, mais on peut l'encadrer. Et là, ça devient, les professeurs d'université sont vraiment autonomes, mais est-ce que le contenu du livre cadre avec ce qui est enseigné, ce qui est demandé? Au niveau du secondaire, je voudrais parler de l'inclusion. Où se trouve l'inclusion? Ce n'est pas simplement le genre, mais on parle de l'universalité de l'éducation. Ça veut dire la gratuité. Bon, est-ce que tous les enfants ont les moyens de se faire une photocopie? Est-ce que nos gouvernants, je suis sûr, je connais ce gouvernement, une fois qu'ils l'ont interdit, vont prendre des dispositions pour que chaque... Oui, mais en général, M. Sani, ce qu'on a constaté, c'est que peut-être parce que tel promoteur d'école est ami avec tel écrivain ou avec tel autre, rend son document obligatoire dans son établissement. Et c'est ce que l'État veut combattre. Oui, non, c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut mettre des garde-fous, il faut mettre... Pourquoi est-ce qu'on enseigne autre chose dans une école A et une autre dans une école B? Là, il faut essayer d'harmoniser. Et quand on harmonise, et comme on vient de le dire dans le premier, c'est le premier sujet, il y a des garde-fous, un guide qui oriente pour voici l'essentiel. Tu ne peux pas me lever et commencer par vendre. Bon, avant de le vendre, il faut que cela soit par la DIPIC pour me dire que c'est conforme
Alors, si ce n'est pas passé par là, quel est le filtre qui me permet de vendre ma fiche d'activité, moi, que j'ai élaborée chez moi, entre mes 4 murs, à mes apprenants. Donc, déjà, il faut essayer de cadrer. Et un enseignant, c'est quelqu'un qui est sur la... Donc, l'éducation, pour moi, il faut essayer d'aller au-delà. Lorsque l'État va dire, quel que soit, même chez les promoteurs, on a tout payé, ce qu'on a payé, c'est inclus. Alors, vous nous donnez toutes les photocopies. Très bien. Allez, Camille, vous voulez ajouter parce que là... Oui, si vous permettez, Monsieur Sani a évoqué la disponibilité des bibliothèques et ça constitue aussi un sujet quand même d'importance capitale. On va y revenir dans un autre débat par ici. Je voudrais finir en disant, Bénin investit dans l'avenir pour, l'impératif d'une éducation innovante. Bénin investit dans l'avenir et l'impératif d'une éducation innovante. C'est un ouvrage de M. Sani que j'adule parce que le contenu est véritablement en phase avec l'école de qualité fondamentale. Et quand on parle de bibliothèque, ça me fait revenir certaines dispositions qu'on pourrait prendre pour pallier cette situation. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des apprenants de zones déshéritées parfois qui n'ont pas forcément les moyens ou dont les parents n'ont pas les moyens pour acquérir les ouvrages au programme. Et quand vous voyez la liste, parfois... quand ça obligatoire, quand ça coercitif... Oui, je pense qu'il faut aussi voir dans ce sens. La disponibilité des bibliothèques pourra alléger la tâche à ces parents-là. Et puis, pour finir, je pense que chaque enseignant doit faire l'effort de respecter la ligne directrice qui est tracée par le ministère par rapport au manuel, au programme. Et pour les écoles privées, c'est vrai que la chose n'est pas encore, parce que là encore, vous voyez qu'il y a tellement d'ouvrages. J'en ai entendu des parents qui se plaignaient à la veille de cette rentrée de tel à acheter. Et puis un parent qui dit, mais tiens, quand nous arrivons pour la même matière à prendre 4, 5, 6 ouvrages, c'est à peine qu'on arrive à utiliser 2 ou 3 avant la fin de l'année. Donc il faut voir ce qui est véritablement utile et comment est-ce qu'on le met à disposition des apprenants pour ne pas créer des frais exorbitants aux parents qui déjà souffrent un peu par rapport aux dépenses. Eddy Kamikoto, vous êtes psychopédagogue. Merci d'avoir participé à ce forum de discussion. C'est un plaisir. Et en face de vous ce matin, Yao Amos Sani, écrivain, consultant, enseignant à l'université, spécialiste en éducation. Il est également membre de l'Ordre des experts comptables du Canada. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin et nous éclairer de votre science. C'est moi qui vous remercie, M. Amégan. Merci, M. Eddy. Merci, merci, Les échanges, je l'espère, ont pu contribuer tant soit peu à la réflexion. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. On finira évidemment avec les sports de Blaise Adampo. À tout de suite.